Vous est-il déjà arrivé de vous arrêter devant un bâtiment du XIXe siècle et de ressentir, non pas de l'admiration, mais un malaise diffus, comme si l'édifice était plus vieux qu'il n'aurait dû l'être, comme s'il avait été le témoin de quelque chose, d'une grandeur sans justification pratique, d'une précision sans raison raisonnable, comme si l'explication officielle, construit en 1874, construit en 1861, construit par tel architecte pour telle fonction, ne touchait pas vraiment le fond de ce que vous aviez sous les yeux. Parce qu'avant cela, il s'est passé quelque chose de catastrophique, une remise à zéro si complète qu'elle a englouti les rez-de-chaussée de bâtiments sur tous les continents. On le voit sur les photographies, des fenêtres du premier étage affleurant au niveau du sol, avalées par la terre, dans des villes qui n'ont aucune raison géologique d'avoir ainsi sombré. Certains parlent d'inondations de boue, d'autres évoquent la peste, la guerre, quelque chose pour lequel nous n'avons pas encore les mots. Nous ne savons pas ce que c'était, mais les bâtiments s'en souviennent, et les cartes aussi. Avant une certaine décennie, ces cartes montrent une civilisation s'étendant sur la majeure partie du monde connu, la Tartarie. Puis, dans les mêmes années où la Terre semble avoir englouti ses rues, elle disparaît des archives cartographiques, pas conquise, pas renommée, effacée. Et dans le silence qui suit cette disparition, quelqu'un a bâti simultanément sur tous les continents habités des centaines et des centaines de structures monumentales en pierre. Des bureaux de poste qui ressemblent à des palais, des gares qui ressemblent à des cathédrales, des palais de justice dotés de systèmes de ventilation que nous peinons à reproduire aujourd'hui, et des asiles, asile après asile après asile, qui ressemblent, avec une exactitude troublante, à tous ces autres bâtiments. Tout cela érigé, nous dit-on, par des hommes armés de chevaux et d'outils à main, selon des calendriers qui ne tiennent tout simplement pas la route. Ces bâtiments n'ont pas été construits, ils ont été hérités. Et si quelqu'un a hérité des bâtiments, la question que personne dans les archives officielles n'a voulu poser est la suivante. Que fit-on des gens qui s'y trouvaient encore? Où emmena-t-on les derniers Tartariens? Laissez-moi vous dire ce qu'on nous raconte. On nous dit que le milieu du XIXe siècle a vu s'opérer une révolution humanitaire dans le traitement des malades mentaux. On nous dit que des réformateurs, comme Dorothea Dix, ont mené des campagnes acharnées pour sortir les aliénés des hospices et des prisons et les placer dans des établissements conçus à cet effet. On nous dit que le plan Kirkbride, une philosophie architecturale spécifique élaborée par le docteur Thomas Story Kirkbride en 1854, est devenu le modèle dominant pour la construction des asiles aux États-Unis et, fait remarquable, dans une grande partie du monde développé. C'est l'explication officielle, et elle s'effondre ici. Car lorsqu'on regarde vraiment les bâtiments Kirkbride, lorsqu'on se tient à l'intérieur de ceux qui subsistent encore, on ne contemple pas des logements institutionnels construits à la va-vite. On contemple l'architecture la plus sophistiquée de l'époque, des escaliers d'apparat, des systèmes de ventilation d'une complexité remarquable, des plafonds voûtés, des ornements en pierre qui auraient nécessité des années de travail de la part de maîtres artisans, des systèmes de chauffage à vapeur intégrés dans les murs, des infrastructures d'éclairage au gaz enchâssées dans des couloirs de pierre. Ce ne sont pas des bâtiments qu'une jeune république post-coloniale a bricolés en une décennie pour loger ses citoyens en détresse. Ce sont des bâtiments qui étaient déjà là, ou quelque chose qui leur ressemblait fort. Et voici ce qu'il y a de plus étrange. La chronologie ne colle pas. Le plan Kirkbride est publié en 1854. En 15 ans, des centaines de ces complexes monumentaux ont été construits aux seuls États-Unis. À une époque où il n'existait ni outils électriques, ni construction à ossature métallique, ni transport automobile pour les matériaux, ni marché du travail national. Un bâtiment de cette complexité, construit aujourd'hui avec toutes nos machines modernes, prendrait de 5 à 10 ans et coûterait des centaines de millions de dollars. Et l'on en a bâti des dizaines, simultanément. Qui les a construits?
D'où venait la main-d'œuvre qualifiée? Où sont les registres de chantier, les contrats de carrière, les témoignages de la gigantesque perturbation que de tels projets auraient infligée aux communautés environnantes? Le silence est assourdissant. En 1880, plus de 140 établissements psychiatriques publics fonctionnaient aux États-Unis. Arrêtons-nous sur ce chiffre. 140 établissements, chacun hébergeant en moyenne plusieurs centaines de patients, certains en hébergeant plus d'1 millier. L'asile Willard à New York en a accueilli plus de 2000 à son apogée. Le Danvers State Hospital au Massachusetts, le Napa State Hospital en Californie. Tous remplis rapidement, efficacement, discrètement, presque dès leur ouverture. On nous dit que ces patients venaient des hospices, des prisons et des foyers de famille dépassés. On nous dit que l'industrialisation avait engendré une nouvelle classe de perturbés mentaux, que la promiscuité urbaine, l'alcool et les tensions de la vie moderne avaient brisé l'esprit de gens ordinaires dans des proportions sans précédent. Peut-être. Mais quand on examine les registres d'admission qui ont survécu, et beaucoup d'entre eux, de manière suspecte, ne sont pas parvenus jusqu'à nous, on y trouve des catégories de diagnostics sans équivalent moderne. Aliénation morale, nostalgie. Celui-là est particulièrement frappant. La nostalgie. Le désir irrépressible d'un foyer qui n'existe plus. C'était classé, dans les années 1860 et 1870, comme une forme légitime de maladie mentale nécessitant un internement. Qui était nostalgique? De quel foyer? De quel monde? L'explication officielle dit qu'il s'agissait de soldats qui avaient le mal du pays, d'immigrants regrettant l'ancien pays, de ruraux déracinés par l'industrialisation. Mais les preuves laissent à penser que quelque chose de bien plus vaste se passait peut-être. Car la chronologie n'est pas fortuite. La grande vague de construction d'asiles débute sérieusement dans les années 1840 et 1850. C'est la même décennie où les cartes commencent à changer. La même décennie où la Tartarie, ou quel que soit le nom que l'on donne à cette civilisation antérieure, celle dont les bâtiments se dressent encore dans toutes les villes du monde, commence à disparaître de la cartographie officielle. L'Atlas stellaire de 1860 montre encore la Tartarie. En 1880, elle a disparu, pas conquise, pas absorbée, pas renommée, simplement disparue, rayée, comme si elle n'avait jamais existé, et dans le même temps, les asiles se remplissent. Une fois qu'on l'a vue, on ne peut plus faire semblant de ne pas l'avoir vue. Entre 1854 et 1929, environ 250 000 enfants ont été transportés par chemin de fer depuis les villes de la côte Est vers des bourgades rurales du Midwest, des Grandes Plaines et du Sud américain. Ce fut le mouvement des orphelins du rail, organisé principalement par Charles Loring Brace et la Children's Aid Society. L'explication officielle: il s'agissait d'enfants abandonnés et orphelins de la pauvreté urbaine, auxquels on offrait un nouveau départ auprès de familles paysannes qui avaient même besoin de bras. Plus j'ai creusé, plus cela est devenu bizarre, car 250 000, ce n'est pas un chiffre qui émerge d'une pauvreté urbaine ordinaire, pas au milieu du 19e siècle, pas dans un pays de 30 millions d'habitants. Les villes de New York, Boston et Philadelphie ne produisaient pas, selon aucune analyse démographique sérieuse, des enfants abandonnés au rythme nécessaire pour remplir ces trains. D'où venaient-ils? Certains chercheurs, et je veux être prudent ici car je présente un schéma, pas une conclusion, certains chercheurs ont relevé que les points de collecte des enfants du chemin de fer se trouvaient fréquemment dans les mêmes quartiers, les mêmes bâtiments, les mêmes complexes institutionnels qui traitaient les nouveaux internés du système asilaire, que les enfants et les aliénés, selon la terminologie de l'époque, transitaient par des circuits bureaucratiques parallèles qui se croisaient parfois de façon troublante. Les enfants n'avaient même pas de nom de famille dans de nombreux cas documentés.
où ils portaient pour des noms qui leur avaient été attribués à leur arrivée au point de distribution. Des noms germaniques, des noms slaves, des noms qui évoquaient des origines dans des communautés culturelles qui n'étaient, selon l'histoire officielle, pas censées exister en grand nombre en Amérique du Nord. Pas des noms irlandais, pas des noms anglais, pas les noms qu'on attendrait des communautés immigrantes démunies de Five Points et du Lower East Side, des noms différents, des noms plus anciens, des noms venus d'ailleurs. Cela soulève une question simple mais cruciale. Si ces enfants étaient vraiment les orphelins d'une pauvreté urbaine ordinaire, pourquoi tant d'entre eux sont-ils arrivés sans aucune trace de leur existence antérieure? Voici où le schéma se répète avec une précision dérangeante. D'État en État, de pays en pays, l'histoire suit le même canevas. Une grande structure préexistante, une structure que les archives locales ne parviennent pas à expliquer de façon satisfaisante, est acquise par l'appareil d'État nouvellement formé dans les années 1840, 1850 ou 1860. On la reconvertit en asile, en orphelinat, en maison de travail ou en hospice. On donne un nouveau visage à un vieux bâtiment. De nouveaux registres commencent. Les précédents sont absents. Le 30 Allegheny Lunatic Asylum à Weston, en Virginie occidentale. La construction a officiellement débuté en 1858. Mais quiconque a examiné la maçonnerie, les blocs de grès taillés à la main, les fondations, la précision de l'assemblage, a relevé ce que le calendrier officiel des travaux ne peut expliquer. La masse colossale de pierres taillées présente dans cette structure représente des années, peut-être des décennies, de travail d'extraction et de taille. Pas 10 ans, pas 20. Le calcul du volume de travail ne s'équilibre tout simplement pas. Le Bethlehem Royal Hospital, à Londres, Bedlam comme on l'appelait, possède une histoire documentée remontant à 1247. Mais le bâtiment qui se dresse, celui qui a été photographié dans les années 1850 et 1860, celui qui abritait des milliers de patients dans ses longues galeries résonnantes, il a été reconstruit, nous dit-on, en 1815, en 3 ans. Une structure de cette envergure, en 3 ans. L'asile de Charenton aux portes de Paris, le Merenberg aux Pays-Bas, le Burgelsli à Zurich, tous gigantesques, tous surgissant dans les archives avec une soudaineté suspecte. Tous, si l'on y regarde de près, affichant des caractéristiques architecturales qui précèdent leur date officielle de construction de plusieurs générations. Pas des bâtiments rénovés, pas des bâtiments agrandis, des bâtiments qui étaient simplement là, et qui, soudainement, se trouvaient expliqués. Et voici ce qu'il y a de plus troublant. Le vocabulaire architectural de ces établissements est identique à celui des bâtiments civils, les gares, les bureaux de poste, les palais de justice, les universités, qui apparaissent à la même période et que les chercheurs sur la Tartarie documentent depuis des années. Les mêmes détails, beaux-arts, la même échelle impossible, les mêmes systèmes de ventilation, les mêmes proportions. L'explication officielle dit que tout cela a été construit par le même mouvement, le même élan réformateur de l'ère victorienne, qui aimait simplement les grands bâtiments publics. Mais pourquoi la même sensibilité architecturale aurait-elle présidé à la fois à la grandeur civique et à l'enfermement des aliénés? À moins que ces bâtiments n'aient pas été construits pour ces usages, à moins que les bâtiments n'aient déjà été là et qu'on leur ait trouvé une destination. Entre 1820 et 1900, des centaines de communautés utopiques ont vu le jour aux États-Unis et, dans une moindre mesure, en Australie et en Amérique du Sud. C'est de l'histoire bien documentée. New Harmony, Indiana, fondée en 1825. La communauté d'Oneida à New York, 1848. Les colonies d'Amana en Iowa, 1855. Brook Farm dans le Massachusetts. Les communautés icariennes de l'Illinois et du Texas. La liste s'étend à plus de 700 communautés documentées en Amérique du Nord. L'explication officielle,
Il s'agissait d'expériences idéalistes de vie communautaire, portées par l'enthousiasme religieux, la théorie socialiste et la liberté singulière de la frontière américaine. Mais regardez les données démographiques. Beaucoup de ces communautés semblent être arrivées déjà toutes formées, pas construites progressivement par des convertis et des colons, mais surgissant avec leurs structures organisationnelles intactes, leurs corps de métier déjà répartis, leurs bâtiments déjà fonctionnels. Les visiteurs qui les ont documentés dans leurs premières années ont souvent noté avec surprise à quel point ces communautés paraissaient établies de longue date, combien le tâtonnement improvisé qu'on attendrait d'une nouvelle expérience sociale en était absent, et les savoir-faire. Les colonies d'Amana produisaient, dès leur fondation, des textiles, des meubles et des instruments de précision de haute qualité. Pas en train d'apprendre à les produire, en train de les produire, comme si le savoir avait été apporté d'ailleurs, intact et complet. La Harmony Society de Pennsylvanie, les rapistes, est arrivée d'Allemagne en 1804 et, en une décennie, avait bâti 2 villes modèles d'une telle sophistication que les visiteurs les comparaient aux grandes cités d'Europe. Puis, ils ont tout démantelé et sont partis en Indiana. Puis, repartis encore, laissant derrière eux, à chaque fois, des bâtiments que les colons suivants ne pouvaient ni expliquer ni entretenir convenablement. Les indices laissent à penser que quelque chose de bien plus considérable se déroulait dans ces communautés qu'un simple utopisme religieux. Étaient-ce des refuges, les communautés qui ont absorbé les derniers survivants de ce qui s'était passé, l'inondation de boue, la peste, le grand effacement, quel que soit le nom qu'on lui donne, les gens qui ne pouvaient pas être institutionnalisés parce qu'ils avaient encore trop de savoir, trop de cohésion sociale, trop de l'ancien monde encore vivant en eux. Et c'est là que les trains d'orphelins deviennent impossibles à ignorer. Car les cartes de distribution des destinations des orphelins du rail et les cartes de répartition des communautés utopiques ne se superposent pas exactement, mais elles se répondent. Les enfants étaient envoyés vers l'ouest, les communautés étaient déjà là. Et certains chercheurs ont relevé avec prudence, avec précaution, que certains registres communautaires des années 1860 et 1870 font état d'un afflux d'enfants sans histoire documentée, absorbés discrètement et sans tambour ni trompette dans la structure communautaire. Non répertoriés comme orphelins, non listés comme arrivants, simplement présents dans les registres ultérieurs alors qu'ils étaient absents dans les antérieurs. Et c'est là que l'explication officielle s'effondre définitivement, sans recours possible. Car ce phénomène n'était pas américain. Dans la même décennie où Dorothea Dix menait campagne pour les asiles aux États-Unis, des campagnes similaires avaient cours en Grande-Bretagne, en France, dans les États allemands, en Australie, au Canada, en Argentine. Les mêmes gabarits architecturaux, les mêmes catégories diagnostiques, la même apparition soudaine de grands bâtiments préexistants ou construits à toute vitesse, remplis presque immédiatement de populations que les archives démographiques ne peuvent pas entièrement justifier. Le Yarra Bend Asylum à Melbourne, Australie, 1848. Le Gladesville Hospital à Sydney, 1838. Le Sunnyside Hospital à Christchurch, Nouvelle-Zélande, 1863. Tous suivant la logique Kirkbride, ou quelque chose qui en était l'équivalent fonctionnel, avant même que le plan de Kirkbride ait été largement diffusé. Avant l'ère de la communication de masse. Avant que le télégraphe n'ait relié ces continents de façon fiable. Le schéma se répète avec une précision glaçante. Comment coordonne-t-on un projet institutionnel mondial dans les années 1840 et 1850 ? Comment fait-on pour que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Amérique du Sud, les États-Unis et l'Europe occidentale adoptent tous, simultanément, des approches fonctionnellement identiques pour le confinement d'une population non précisée, sans infrastructure de communication visible capable d'assurer une telle coordination ?
L'explication officielle dit qu'il s'agissait simplement de la diffusion des idées à travers les réseaux professionnels, par la circulation de textes et de revues, par la propagation naturelle de l'humanitarisme des Lumières. Mais les idées ne bâtissent point pas des édifices, les idées ne remplissent pas des établissements, les idées ne font pas transiter 250 000 enfants par un réseau ferroviaire. Quelque chose a coordonné tout cela. Quelque chose s'est mis en mouvement. Plus on s'enfonce dans les archives, plus on remarque ce qui n'y est pas. Non pas les preuves qui contredisent le récit officiel, cela serait gérable, explicable. Non, ce qu'on remarque, c'est l'absence, les lacunes, les registres qui devraient exister et n'existent pas, les périodes de transition qui ne sont pas documentées, les populations qui apparaissent dans un recensement et disparaissent dans le suivant. Le recensement américain de 1850 comporte une catégorie qui, en 1870, a tout bonnement disparu. Pas transformé, pas renommé, disparu. Comme si quelqu'un était revenu dans l'architecture bureaucratique pour effacer une catégorie de personnes. Les registres d'admission de plusieurs grands asiles, le Willard, l'Utica, le Trans-Allegheny, montrent des périodes de plusieurs années dans les années 1860, où la documentation des admissions est soit absente, soit endommagée, soit consignée dans un format incohérent avec les registres qui précèdent et qui suivent. Pas un incendie, pas une inondation, simplement différent, comme si un système différent avait été brièvement en vigueur puis tranquillement normalisé. Les trains d'orphelins, pour autant que le chiffre de 250 000 enfants soit bien documenté, sont remarquablement mal documentés à l'échelle individuelle. Les registres de placement qui ont survécu sont fragmentaires. Les familles d'accueil n'étaient pas toujours tenues de conserver des documents. Les enfants, dans de nombreux cas, étaient légalement renommés lors de leur placement. Leur identité antérieure n'a pas été préservée. Pas accidentellement, pas par négligence administrative, par politique délibérée. Le silence était assourdissant une fois que j'ai commencé à l'écouter. Il existe une collection d'objets retrouvés dans les murs du Danvers State Hospital lors de sa démolition au début des années 2000, scellés dans les murs, pas dissimulés au sens propre, simplement présents. À l'intérieur de la structure, des objets qui n'auraient pas dû s'y trouver. Pas des objets modernes, pas des objets institutionnels, des objets personnels. Une petite figurine en bois sculptée dans un style qui ne correspond à aucune tradition artisanale identifiée du nord-est des États-Unis. Un ensemble de documents rédigés dans une écriture cursive que les archivistes qui les ont manipulés ont décrite comme ressemblant, sans y être identiques, à plusieurs langues d'Europe orientale. Un jeu d'instruments dont la fonction n'a pas été identifiée. Quel savoir portaient-ils, les dernières personnes qui ont franchi ces portes? Que se rappelaient-ils que nous avons oublié? Et qui a décidé que ce dont ils se souvenaient relevait de la folie? Cela soulève la question finale, celle à laquelle je ne peux pas répondre, celle dont je ne suis pas sûr que quiconque vivant aujourd'hui puisse répondre. Si une civilisation a été effacée, si une culture mondiale de gens sophistiqués a été dispersée, internée, orphelinée, absorbée dans des communautés utopiques et des wagons de chemin de fer et les longs couloirs des bâtiments Kirkbride, qu'est-il advenu de ce qu'elle savait? Qu'est-il advenu des techniques, de la cosmologie, de la compréhension des matériaux et des proportions et de l'énergie qui ont construit ces bâtiments impossibles? Est-ce mort avec eux dans les asiles? A-t-il survécu en fragments, dans les savoir-faire des artisans d'Amana, dans l'étrange productivité de la Harmony Society, dans les enfants placés auprès de familles paysannes du Nebraska et du Kansas, qui n'ont jamais connu leur vrai nom? Ou est-ce encore là, quelque part, en attente, scellé dans des murs, écrit en des graphies que nous ne reconnaissons pas, transmis dans la mémoire des gestes de tradition dont nous avons cessé de nous demander d'où elles viennent? J'ai abordé cette enquête en sceptique. Je veux être honnête là-dessus.
Je suis venu à ces questions en chercheur, non en croyant. Et je reste, techniquement, dans la posture du sceptique. Je n'ai rien prouvé. J'ai montré des schémas, j'ai posé des questions, j'ai relevé des absences. Mais les schémas s'accumulent, et une fois qu'on les a vus, on ne peut plus faire comme si on ne les avait pas vus, une civilisation qui était là. Des bâtiments que la chronologie qu'on nous donne ne permet pas d'expliquer. Des établissements apparus simultanément à travers le monde. Des enfants sans nom. Des adultes avec des souvenirs d'un monde qui n'existait plus, classés comme fous pour l'avoir gardé en mémoire. Des communautés d'une compétence impossible surgissant dans l'intérieur américain, se perpétuant de génération en génération, grâce à un savoir dont elles ne pouvaient pas toujours nommer la source. Pas un complot. Pas exactement. Quelque chose de plus grand qu'un complot. Quelque chose qui ressemble davantage à un oubli organisé. Un programme mondial, coordonné, architecturalement ambitieux d'effacement et de confinement. Les asiles étaient-ils faits pour ça? Les trains d'orphelins étaient-ils le dernier mouvement d'une diaspora à laquelle nous n'avons pas de nom à donner? Les bâtiments qui se dressent encore autour de nous, les grandes gares, les bureaux de poste ornés, les universités avec leur maçonnerie impossible, sont-ils des monuments aux gens qu'on a emmenés? Ou sont-ils les cages qui les ont remplacés? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Et cela, en soi, le fait que nous ne sachions pas, que nous ne puissions pas savoir, que nous ne soyons peut-être pas censés savoir, est peut-être la trouvaille la plus significative de toute cette enquête. Les derniers Tartariens ont été emmenés quelque part. La question est de savoir si une partie de ce qu'ils savaient est partie avec eux, et si une partie en a réchappé.